eh bien, on laisse les gens rentrer dans la salle. Parce que ce webinaire, qui est extrêmement intéressant, a motivé de nombreuses inscriptions, puisque 1008 personnes se sont inscrites à ce webinaire. Et donc, vous allez avoir ce soir la vision actuelle de l'alignement des prothèses totales de genoux. Et ça, je pense que ça va être un des phares du congrès, parce que pas toujours bien facile de tout comprendre, cette vision actuelle de l'alignement. Alors, on a d'abord un petit sondage qui va permettre de savoir un tout petit peu, même de savoir franchement, quelle est la population qui nous écoute ce soir. Alors, on va commencer ce sondage. Et quelle est votre spécialité? Orthopédie générale, chirurgie de la prothèse, chirurgie du genou, médecin du sport, paramédical. On laisse un tout petit peu les colonnes monter parce que ça monte fort, 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 fort. Et je vais publier les résultats, voilà. Très intéressant, on voit à peu près qui nous regarde ce soir. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Cette deuxième question, c'est est-ce que vous êtes un chirurgien très expérimenté, plus de 150 procédures par an, entre 50 et 150, moins de 50, plutôt débutant, rarement, moins de 10, et non jamais. Peut-être on aura... si on a quand même un tout petit peu des gens, non jamais, des médicaux certainement. Voilà le résultat, et on a principalement des gens déjà bien entraînés. Troisième question, ça va être quelle technique chirurgicale de pose de PTG vous utilisez? Ancillaire mécanique, robotique avec imagerie préopératoire, robotique sans imagerie préopératoire, navigation, guide sur mesure. Alors ça va être très intéressant de savoir à peu près qui fait quoi, et je pense que c'est pour ça que les gens sont là ce soir, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont choisir dans le futur. Bah dis donc, on a quand même pas mal de gens qui ont utilisé déjà le robot, principalement l'ancillaire mécanique tout de même. Prochaine question, là, c'est la philosophie. Quelle est votre philosophie? L'alignement mécanique ajusté, l'alignement cinématique restreint, l'alignement fonctionnel. Pas tout facile à comprendre, mais les gens répondent, ça bouge, et je publie le résultat. Alignement mécanique, numéro 1. Mécanique ajustée, c'est marrant parce que ça suit tout l'ordre des questions. Et l'alignement fonctionnel en dernier. Et puis, maintenant, quel est le moyen de stabilisation que vous utilisez principalement? Postérostabilisé. Ah, dans mon sondage, il y a un truc qui fonctionne pas. Postérostabilisation, ultra congruent, CR ou CS, sans conservation du LCP, CR ou CS avec conservation du LCP, médial pivot. Très bien, parfait. Et puis voilà, on va passer à la dernière diapositive, qui va être la présentation des intervenants. 4 intervenants de choc. Elliot Sapé-Marinier qui va nous parler de l'évolution des concepts d'alignement, place des phénotypes, super important parce que comme ça il va bien cadrer le sujet. L'alignement cinématique, principe et évolution actuelle, Emmanuel Marchetti. Alignement fonctionnel et son implication sur la fémoro-patellaire, passionnant, Cécile Bataillé. Et l'alignement dynamique, une nouvelle perspective, par Sébastien Lustig. Alors je passe la parole à Elliot Sapé-Marinier qui va commencer sa présentation. Elliot, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, David, pour ces premières slides. Alors, oui, donc je vais vous parler de l'évolution des concepts d'alignement, la place des phénotypes, pour essayer de mieux comprendre un petit peu de ce dont on va parler ce soir. Alors d'abord, je suis obligé de commencer par l'alignement mécanique qui a été décrit par Michael Freeman et John Insull. Donc on parle d'alignement neutre ou mécanique.
L'objectif est donc d'avoir un axe du membre inférieur, un HKA qui va être de 180 degrés. On va donc faire des coupes, vous le savez tous, orthogonales par rapport à l'axe mécanique du fémur et orthogonales par rapport à l'axe mécanique du tibia. Et donc, on a souvent des coupes assez asymétriques au tibia et au fémur. Et donc, c'est une technique d'alignement systématique. Tous les patients sont à 90 degrés au fémur, 90 degrés au tibia, pour un axe global à 180 degrés. Et donc, ce papier est assez intéressant, qui a été publié plus tardivement, dans les années 2000, en 2016, mais qui regarde les différentes pressions, les contacts de pression et les zones de contact en fonction de l'alignement. Et on voit bien que si on a un axe final en varus ou en valgus, qu'on va avoir des contacts de pression qui seront pas tout à fait au même endroit. Et on voit bien que lorsqu'on est neutre, on a des contacts de pression équilibrés entre le compartiment interne et externe. Et donc, ça nous permet d'avoir probablement la meilleure longévité au niveau de notre prothèse. Et c'est aussi pour ça qu'a été décrit l'alignement mécanique initialement. Ensuite, on a l'alignement anatomique qui a été proposé par Krakow et Hungerford dans les années 80, où cette fois, c'est toujours une technique d'alignement systématique, mais on va faire le choix de garder une obliquité de l'interligne de 3 degrés. On a donc une coupe au niveau du fémur à 93 degrés et une coupe au niveau du tibia à 87 degrés. Donc, c'est un alignement systématique. L'objectif est toujours d'avoir 180 degrés au final, mais on a 93 au fémur d'alignement et 87 degrés au tibia. Et donc, des années 70 aux années 2010, on était toujours dans le dogme de l'alignement neutre avec des techniques d'alignement systématique, que ce soit l'alignement mécanique ou l'alignement anatomique. Et donc, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Vous avez tous vu ces diapos plusieurs fois où on retrouve d'excellents taux de survie supérieurs à 95% avec ces types d'alignement. On a des résultats qui sont malheureusement imparfaits et on a jusqu'à 20% des patients qui sont pas satisfaits de leur prothèse. Et donc, notre problématique était de savoir comment améliorer nos résultats, et une des grandes thématiques du moment, cela fait maintenant bien 10 ans, c'est de parler de l'alignement, de parler de la nouvelle cible qu'on essaye d'obtenir après prothèse totale de genou en termes d'alignement. Et donc, on va essayer de voir pour essayer de mieux comprendre tout cela. Et donc, ça passe d'abord par une meilleure compréhension de notre anatomie native. Et donc, on a ce premier papier qui a été publié en 2012 par l'équipe de Belmans dans le Clinical Orthopedic Related Research, et qui parle d'abord, dans un premier temps, d'HKA. Ils avaient regardé donc l'axe global du membre inférieur sur 500 genoux non arthrosiques. Et ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont démontré, c'est ce dont on parle maintenant du concept de varus constitutionnel. Ils ont montré que tous les patients n'avaient pas un axe de 180 degrés, même en étant jeunes et non arthrosiques. Et donc, il y a une très grande variabilité de notre déformation au sein de la population en termes d'HKA. Ensuite, en 2019, il a été publié par Michael Hirschman une classification. On parle de la classification de Functional Knee Phenotype. Donc, il a regardé cette fois plus en détail. Il n'y a pas seulement l'HKA, il a aussi considéré la déformation osseuse au niveau du fémur et au niveau du tibia. Et donc, cette fois, on a une classification nettement plus complète, mais aussi du coup plus complexe, avec énormément de différents phénotypes. Et dans cette classification, il a retrouvé plus de 43 phénotypes. Ensuite, on a réalisé ce travail avec Sébastien Lustig pour essayer de mieux comprendre aussi l'alignement frontal du genou arthrosique. Et donc, on s'est servi de la classification de Michael Hirschman, et on a retrouvé aussi une très grande variabilité des patients en termes de déformation et de phénotype, que ce soit pour une population arthrosique. On comprend donc que cette anatomie native, elle est très complexe, il y a une très grande variabilité. Et Michel Bonin, en 2020, a publié aussi une autre classification sur le plan coronal, et c'est plus complexe que seulement varus et valgus. Et dans cette classification, il regarde aussi l'alignement au niveau du fémur et du tibia. Et enfin, en 2021, il y a eu cette classification dont tout le monde parle récemment, c'est la Coronal Plane Alignment of the Knee Classification, c'est la CPAC, qui est obtenue à partir de repères osseux. On va mesurer donc notre angle, notre déformation au niveau du tibia et notre déformation au niveau du fémur. Et grâce à la somme ou la différence de ces valeurs, on va obtenir 2 paramètres, l'obliquité de l'interligne et l'HKA arithmétique. Et donc, dans chacune de ces catégories, il y a 3
différentes options. Soit dans l'obliquité de l'interligne, on va avoir un apex distal neutre ou apex proximal. Et dans l'HK arithmétique, soit on est en varus, neutre ou en valgus, ce qui nous permet d'avoir une classification avec 9 catégories. On a donc une classification assez simple, mais qui est moins complète que celle de Michael Hirschman. Donc ces différentes classifications qu'on a pu voir là, que ce soit par Michael Hirschman publié dans le KSSTA en 2019, Michel Bonin en 2020 ou McDessie en 2021, toutes ces classifications concernent notre alignement coronal en extension. Et donc, qu'en est-il des autres plans? Et donc maintenant qu'on regarde de plus en plus à l'anatomie native et arthrosique, il y a d'autres papiers plus récents qui ont été publiés, notamment pour regarder au niveau du plan sagittal. Et on retrouve encore une très grande variabilité, notamment au niveau du tibia. Et il y a même une classification qui a été proposée en rajout à la classification CIPAC, où on va avoir soit une pente tibiale plutôt neutre ou une pente tibiale plus importante. Ce qui rajoute du coup, on a donc 18 différentes possibilités. Ensuite, Michael Hirschman a travaillé encore plus sur la classification de ces différents phénotypes. Il a regardé au niveau du plan axial et notamment l'anatomie du fémur pour évaluer la rotation au niveau du fémur interne, neutre ou en rotation externe en fonction de l'alignement frontal au niveau du fémur et du tibia. Et il retrouve encore une fois une très grande variabilité de cette orientation du fémur dans le plan axial. Et enfin, le genou, c'est pas seulement de l'anatomie, vous le savez tous, on a aussi la laxité ligamentaire et on a des papiers beaucoup plus récents qui viennent le considérer, 2022, 2024, 2025, qui ont été publiés récemment dans le KSSTA. Et on a aussi cette nouvelle classification qui est toute récente, là, qui vient d'être publiée en 2026, qui est encore en complément des différentes publications des phénotypes proposés par Michael Hirschman, où cette fois il va considérer l'anatomie du patient et en plus considérer les laxités ligamentaires. Et donc on va avoir les espaces en extension et en flexion. Et là on retrouve encore une fois une très grande variabilité de cette laxité ligamentaire. Et enfin, il y a eu cette revue de la littérature assez récente sur les différents phénotypes et classifications qui était publiée là tout récemment en 2026. Donc, on a dans un premier cas la CIPAC classification avec considérant les paramètres osseux. On a les deux paramètres, l'HK arithmétique et l'obliquité de l'interligne. On est en 2 dimensions. On considère seulement le plan coronal. On n'a pas de considération du plan sagittal et on n'a pas de considération de la laxité. C'est donc une classification assez simple, mais un petit peu plus incomplète par rapport à la classification proposée par Michael Hirschman sur les phénotypes fonctionnels, avec en termes d'alignement coronal 43 phénotypes qui ont été décrits. On considère maintenant les laxités du genou et on va considérer l'ensemble de l'anatomie aussi dans le plan sagittal, axial, avec l'orientation de la trochlée du condyle. C'est donc une classification nettement plus complète, mais aussi complète et complexe du coup. Et donc ça va nous amener maintenant à notre évolution de notre alignement après prothèse totale de genou. Maintenant qu'on comprend mieux l'anatomie des patients, on se dirige vers une médecine de plus en plus individualisée et personnalisée. On sort de la médecine où on réfléchit avec les valeurs moyennes et on va réfléchir de plus en plus vers une médecine personnalisée et individualisée. On a donc une évolution de nos pratiques d'une prise en charge systématique avec un alignement systématique vers un alignement plus personnalisé. Et on avait publié cette revue de la littérature sur les différents types d'alignements personnalisés. Je vais pas vous les détailler longuement parce que cela va être fait juste après. Mais on a l'alignement cinématique, on a ensuite l'alignement cinématique restreint, l'alignement cinématique inversé et l'alignement fonctionnel dont le but va être de respecter l'enveloppe ligamentaire du patient. L'alignement cinématique a été publié en premier par le docteur Stephen Howell dès 2006 et le but, Emmanuel Marchetti va vous en parler plus longuement, mais le but ça va être de restituer l'anatomie préarthrosique du patient. Et donc on va positionner la prothèse selon cette anatomie sans restriction lorsqu'on fait de l'alignement cinématique sans restriction. Certains chirurgiens et des publications étaient en cette faveur. On avait potentiellement un risque de décèlement lorsqu'on vient mettre des prothèses avec des contraintes plus importantes, notamment en termes de varus, de déformation.
Et donc, ils ont proposé un alignement cinématique restreint. C'est le docteur Pascal-André Bandetoli qui a proposé cela avec un HKA final qui doit être compris entre 177 et 183. Et l'obliquité au niveau de la coupe fémorale ou tibiale est au maximum de 5 degrés. Ensuite, il y a l'alignement cinématique inversé qui a été proposé plus récemment par Philippe Binoc de Grave, où il va réaliser une coupe tibiale symétrique, et ensuite il va venir adapter au niveau du fémur, le positionnement du fémur, pour avoir des espaces plutôt symétriques en extension et en flexion entre le compartiment médial et le compartiment latéral. Et enfin, il y a l'alignement fonctionnel qui a été décrit bien plus récemment encore aussi. Et ça, je laisse Cécile qui va vous en parler, avec notamment les implications au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. En conclusion, l'intérêt des classifications est vraiment important. Cela nous a permis d'avoir une meilleure compréhension des différents phénotypes natifs et arthrosiques. Cela nous permet aussi d'évaluer nos résultats post-opératoires dans les études scientifiques en termes d'alignement au niveau de nos prothèses. On a des classifications assez simples comme la classification CIPAC avec 9 catégories, mais qui est peut-être incomplète. Et on a des classifications nettement plus complètes, mais plus complexes avec les phénotypes et qui vont inclure les différents paramètres dont je vous ai parlé. On a donc retrouvé une très grande variabilité de cette anatomie, de l'alignement et de la laxité ligamentaire chez les patients arthrosiques, et donc ce qui nous fait évoluer vers une prise en charge de plus en plus individualisée, avec les différents alignements individualisés, que ce soit cinématique ou fonctionnel, on va vous en reparler. On considère maintenant aussi l'alignement dans le plan sagittal et axial. On commence à évaluer les laxités et enfin, Sébastien Lustig va nous parler de l'alignement dynamique, qui est peut-être des pistes pour encore améliorer nos résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elliot. C'était très clair et c'est bien d'avoir cette vision un peu globale qui parfois est compliquée à comprendre, mais tu as été parfaitement clair. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec l'alignement cinématique, principe et évolution actuelle, et c'est Emmanuel Marchetti qui va nous proposer ce sujet. Emmanuel, à toi. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là avec vous pour partager mon expérience et puis la discussion sur l'alignement cinématique avec les principes de base et les évolutions actuelles et les problématiques qui peuvent en découler. Au départ, comme l'a dit Elliot, il y avait l'alignement mécanique avec un but de réaxer le membre avec un axe à 180 degrés et surtout des espaces ligamentaires rectangulaires et égaux. On s'est aperçu que les personnes la population était assez disparate et qu'effectivement il y avait des classifications de phénotypes qui montraient une diversité de la population et qu'en fait quand on s'occupe uniquement d'un alignement mécanique, cela concerne seulement 15% de la population et donc il y avait un intérêt à personnaliser la chirurgie comme l'a dit Elliot et donc d'aller vers des alignements un petit peu plus personnalisés comme l'alignement fonctionnel, les alignements individualisés pour les prothèses sur mesure, l'alignement cinématique restreint ou inverse. Nous, on va parler uniquement de l'alignement cinématique. Donc, le principe de l'alignement cinématique, ça va être de respecter complètement la déformation osseuse pré-arthrosique et donc de respecter des plans de coupe qui vont être pour le fémur le plan passant par le LDFA et par la ligne condylienne postérieure pour les coupes postérieures et pour le tibia, le plan de coupe passant par le MPTA. La hauteur de coupe va ensuite être dépendante uniquement de l'épaisseur de l'implant que vous allez utiliser. Pour schématiser un peu, on a le but de l'alignement cinématique qui est de reproduire l'axe de rotation fémorale. Et donc pour cela, les coupes vont être strictement parallèles à la surface osseuse et donc en distal parallèle au LDFA et en postérieur parallèle à la ligne condylienne postérieure. Le but va être de reproduire cela en prenant compte de l'usure, et donc l'usure cartilagineuse,
Et donc, lors de la chirurgie, il va falloir anticiper et corriger cette usure, soit sur un planning préopératoire, soit à l'aide de petits instruments pour les gens qui n'utilisent pas de guide de coupe sur mesure. En postérieur, on va avoir un plan de coupe parallèle à la ligne condylienne postérieure et ça permet de réaliser un resurfaçage complet du genou avec l'épaisseur de coupe qui va être égale à l'épaisseur de l'implant. Et si on mesure pour la technique calibrated, on va enlever l'épaisseur de la lame de scie et du cartilage. C'est la même chose pour le tibia, c'est-à-dire qu'on va corriger l'usure tibiale afin de retrouver le MPTA et on va avoir une coupe qui va être parallèle au MPTA et parallèle à la pente tibiale afin de reproduire exactement l'anatomie native du tibia. Alors, l'alignement cinématique, ça commence à être bien décrit. On commence à avoir beaucoup de publications dessus et la plupart des publications retrouvent des résultats au moins équivalents à l'alignement mécanique, voire certaines publications des résultats supérieurs. En termes de survie, c'est la question qu'on se pose souvent avec les alignements individualisés et notamment l'alignement cinématique. Et si on prend les registres australiens et néo-zélandais, en fait, on s'aperçoit qu'avec une prothèse équivalente de la même du même manufacturier, à 7 ans, les taux de reprise sont exactement similaires entre les deux techniques, à savoir cinématique ou mécanique. Maintenant, l'alignement cinématique, c'est pas tout le temps tout rose. On peut soit avoir des problèmes en l'utilisant, soit dans certains cas, il ne faut pas l'utiliser. Les problématiques qu'on peut avoir, c'est sur les déformations qui peuvent vous sembler pathologiques avant la chirurgie, les grandes déformations, les post-OTV, les post-traumatiques. Quand vous avez une indication à mettre en place une quille tibiale. Et puis, il y a la problématique du type de prothèse que vous allez choisir pour l'alignement cinématique. Et enfin, la fémoro-patellaire qui peut également poser problème. En ce qui concerne les grandes déformations, sur les grandes déformations, si le varus tibial est trop important, même si on a une bonne restitution de l'axe HKA, sans varus très important, on peut avoir tout de même un risque de décèlement qui est augmenté avec probablement des contraintes un peu inadaptées. Donc sur les grandes déformations, il faut faire un petit peu attention. C'est de la même façon quand vous avez une indication à mettre en place une quille, c'est l'alignement cinématique, c'est très délicat parce que on va reproduire le varus tibial et dans ces cas-là, si on veut mettre en place une quille, on risque d'avoir un conflit avec la corticale tibiale. Ça donne des résultats plutôt catastrophiques. J'ai essayé. Pour les patients en post-OTV, c'est de la même façon. Alors si on va chercher à reproduire le MPTA qui a été modifié par l'ostéotomie, donc on a un MPTA qui est très en valgus, et à ce moment-là, si on cherche à respecter cette anatomie, on va reproduire le valgus qui a été réalisé pendant l'ostéotomie, et on va se retrouver avec un axe de jambe qui est complètement aberrant par rapport à l'axe de jambe natif. Et donc dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux rester sur de l'alignement mécanique, utiliser une quille et faire une chirurgie conventionnelle. Dans le cadre de l'alignement cinématique, il faut arriver également à choisir le type de contrainte de la prothèse que l'on va utiliser, et on s'est rendu compte que l'utilisation de prothèses postéro-stabilisées avec came centrale entraînait une augmentation des risques de décèlement. C'est Elliott qui a publié ça il y a quelques années, et on a probablement une augmentation du risque de décèlement par des contraintes en cisaillement et des conflits entre l'échancrure et la came de stabilisation qui entraîne cette augmentation du taux de décèlement. Et donc, pour l'alignement cinématique, il est conseillé de ne pas utiliser de prothèse postéro-stabilisée à came centrale. Alors, quel type de prothèse donne de meilleurs résultats sur l'alignement cinématique ? La question est assez simple, et en fait, il faut juste se repencher sur la cinématique physiologique du genou. Alors,
pas forcément de tous les genoux, mais de la majorité des genoux, à savoir un genou qui va être assez fixe en interne avec un compartiment externe qui va être plus lâche. Si on veut schématiser, en gros, on a un ligament latéral interne qui est tendu tout le long du mouvement et un ligament latéral externe qui va avoir tendance à se détendre avec la flexion. Si on veut reprendre un peu le principe de l'alignement mécanique, le principe de l'alignement mécanique, c'est d'avoir un espace rectangulaire et égal, ce qui correspond bien au fonctionnement d'une prothèse postéro-stabilisée ou d'une prothèse classique ultra-congruente, tandis que l'alignement cinématique va reproduire l'espace ligamentaire physiologique ou natif de chaque patient avec, dans la plupart des cas, un compartiment interne qui sera plus serré et un compartiment externe qui va avoir tendance à se détendre lors de la flexion. Et c'est des fonctionnements qui vont bien avec les prothèses qui sont stabilisées médialement. Et on s'est rendu compte à 5 ans de recul qu'effectivement, si on comparait les populations de prothèses médialement stabilisées avec ou sans conservation du croisé, on avait des résultats qui étaient supérieurs aux résultats des prothèses ultra congruentes en alignement cinématique. Les problèmes fémoro-patellaires, donc si on veut se repencher sur le registre australien, on s'aperçoit effectivement qu'à 7 ans de recul, les taux de reprise sont à peu près similaires entre l'alignement cinématique et l'alignement mécanique, mais si on s'y intéresse de façon un peu plus proche, on se rend compte en fait que la plupart, enfin plus de 40% des reprises de l'alignement cinématique sont pour des problèmes fémoro-patellaires. Et donc, si on arrive à résoudre ces problèmes fémoro-patellaires, probablement que la survie en alignement cinématique sera encore meilleure. Pourquoi on a des problèmes fémoro-patellaires ? La première raison, c'est le valgus natif fémoral. En effet, les prothèses sont faites pour être posées en alignement mécanique avec une sous-coupe fémorale distale latérale, et cela va emmener la trochlée prothétique à peu près dans le même axe qu'une trochlée native. Dans l'alignement cinématique, on va réaliser un réel resurfaçage du genou, et donc les coupes seront symétriques avec une trochlée prothétique qui sera à 90 degrés et sans valgus prothétique, ce qui va entraîner forcément une varisation de la trochlée avec des risques de conflit à l'entrée de la trochlée entre la rotule et la trochlée. Alors, il y a certains fabricants qui ont créé des prothèses soit sur mesure, soit des prothèses adaptées à l'alignement cinématique qui permettent d'ouvrir un peu plus la trochlée et donc de se rapprocher d'un valgus natif. Mais il y a un problème qui est encore présent malgré cela, c'est le problème de la torsion externe du fémur distal. On sait que la moyenne de torsion externe, c'est de 6 degrés, et donc les prothèses n'ont pas de torsion externe et n'ont pas de rotation externe native. Ce qui fait que quand on s'intéresse à la planification préopératoire, on se rend compte que dans au moins 50% des cas, on a un conflit dans la trochlée entre la trochlée prothétique qui est exubérante par rapport à la trochlée native, et donc on a un besoin de mettre en place de la rotation externe dans le compartiment, dans le composant fémoral, et cela même avec les prothèses adaptées, parce qu'elles sont adaptées en termes d'ouverture de la trochlée, mais pas forcément en termes de rotation des implants. Alors, comment peut-on faire pour mettre de la rotation externe ? Eh ben, soit on utilise des prothèses individualisées, les prothèses qu'on dit sur mesure, soit on utilise un alignement fonctionnel, comme va nous expliquer Cécile juste après, soit on peut aussi faire un alignement cinématique qui va être accordé à la fémoro-patellaire. Et donc, pour faire un alignement cinématique accordé à la fémoro-patellaire, on part d'une base d'alignement cinématique qui sera donc un resurfaçage pur et dur du genou, et on fait une planification préopératoire pour savoir si le positionnement de la prothèse est correct au niveau de la trochlée. Si on a besoin de mettre de la rotation externe, cela veut dire qu'on va sous-couper en postéro-externe. À ce moment-là, pour que le genou reste bien équilibré, on va diminuer le valgus fémoral pour sous-couper de la même façon
en distal externe et on va diminuer le varus tibial pour sous-couper en interne. À ce moment-là, on obtient un genou qui sera tout à fait symétrique et tout à fait égal au genou natif, mais par contre, l'espace créé sera trop serré, trop petit pour que les implants soient positionnés, et donc il faudra changer les hauteurs de coupe. Alors, soit remonter la hauteur de coupe fémorale pour que le fémur et notamment le condyle externe soit à la même hauteur que le condyle externe natif, soit descendre uniquement la coupe tibiale, soit jouer sur les deux coupes pour garder une hauteur de l'interligne à peu près conventionnelle. Si on veut regarder sur une planification comment ça se passe, en fait, dans ce cas-là, l'espace à créer pour la prothèse doit être de 16 mm en extension et 15 mm en flexion. Quand on fait un alignement cinématique pur, on se retrouve avec ces espaces reproduits, 16 mm en extension, 15 mm en flexion. Si on change la rotation, on change le valgus fémoral et on change le varus tibial. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une prothèse qui garde des espaces symétriques, mais qui sont trop petits. C'est-à-dire, on se retrouve avec 14 mm au lieu de 16 en extension et 13 mm au lieu de 15 en flexion. Et dans ces cas-là, on choisit de remonter les coupes. Alors, dans ce cas présent, on remonte les coupes des deux côtés pour avoir gardé une hauteur de l'interligne identique au départ, et on se retrouve à ce moment-là avec de nouveau des espaces symétriques, mais suffisamment importants pour l'épaisseur de la prothèse, à savoir, dans ce cas précis, 16 mm en extension et 15 mm en flexion. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alignement cinématique, ça donne de très bons résultats, c'est fiable a priori dans le temps, à condition de respecter certaines limites d'indication, de déformation. Il faut bien choisir le type de prothèse et on déconseille fortement d'utiliser des prothèses postéro-stabilisées à came centrale. Et enfin, il faut faire attention à la fémoro-patellaire pour essayer d'être le plus possible dans les zones de sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était clair. C'est pas toujours tout simple, hein, mais c'est bien clair. Et tu as particulièrement insisté sur la fémoro-patellaire. Et ça m'a bien intéressé et ça m'amène quelques questions. Mais on va passer justement du côté de la fémoro-patellaire avec l'alignement fonctionnel et son implication sur l'articulation fémoro-patellaire. Et c'est Cécile Bataillé qui va nous expliquer tout ça. À toi, Cécile. Merci, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler, comme on vient de le dire, de la fémoro-patellaire. Comme on vous l'a dit, l'alignement fonctionnel, c'est un alignement individualisé qui est assez récent. Et son principe, c'est de faire un compromis entre l'anatomie du genou et la balance ligamentaire. Donc pour faire cet alignement fonctionnel, vous avez besoin quand même de l'anatomie du fémur et du tibia. Donc c'est plutôt avec une assistance robotique et qui a soit un bone morphing péropératoire où vous allez finalement avoir quand même la forme du fémur et du tibia, soit avec un scanner préopératoire pour pouvoir à nouveau utiliser cette anatomie. Donc le principe, comme vous le voyez, donc là c'est avec l'assistance robotique Mako, on peut positionner l'implant fémoral et l'implant tibial de manière, on va dire, la plus anatomique possible, bien entendu, s'il n'y a pas de cal vicieux, de post-ostotomie, etc. Et après, on va évaluer deux autres paramètres qu'on ne peut pas forcément évaluer avec les autres systèmes. On va évaluer la trochlée native, comme vous le voyez ici sur l'image centrale en haut au niveau du fémur. On peut défiler les coupes fémorales et voir si l'implant qu'on va positionner est plutôt aligné avec la trochlée native. Donc c'est le principe qu'expliquait Manu juste avant, c'est de tenir compte de l'espace antérieur, et donc vous voyez bien qu'on peut vraiment suivre cette trochlée native et s'ajuster dessus si besoin, si elle n'est pas comme on l'avait positionné initialement en se basant sur les condyles distaux et postérieurs. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va tenir compte également de la balance ligamentaire. Donc c'est une assistance
robotique qui permet de mesurer la balance ligamentaire en interne, en externe, en extension et en flexion. Et l'objectif, ça va être de faire un compromis entre l'axe du membre inférieur et du fémur et du tibia, la trochlée et la balance ligamentaire pour avoir un genou équilibré en extension, en flexion et avoir un alignement qui soit satisfaisant. Donc à nouveau ce planning 3D. Et donc là vous voyez bien qu'on a les hauteurs de coupe, les différents alignements en varus, en valgus, en rotation, et on a également la pente et la flexion fémorale et qu'on tient compte de tous ces différents paramètres. Pourquoi c'est important? On en a déjà pas mal parlé juste avant. Eh bien, le compartiment antérieur, c'est pas un compartiment secondaire. Ça a été pendant un certain temps le compartiment un petit peu oublié de la prothèse totale du genou, mais elle est très importante et on a un certain nombre de patients qui risquent d'aller mal si ce compartiment antérieur n'est pas bien restauré et n'est pas bien équilibré. Et ce compartiment antérieur, il est assez complexe. Pourquoi? Eh bien parce que un certain nombre de paramètres va jouer dessus. Déjà, c'est un compartiment qui est dynamique. Comme au niveau fémoro-tibial, en fonction de la flexion du genou, on n'aura pas les mêmes rapports entre la rotule et le fémur, et donc on ne peut pas l'évaluer que dans une seule position. Ensuite, il y a différents paramètres qui vont jouer dessus. Il y a la coupe de la rotule, son axe, son épaisseur. Il y a le positionnement antéro-postérieur du fémur qui va également augmenter ou pas ou diminuer l'espace antérieur, l'encombrement du fémur dans l'espace antérieur. On a la proximalisation, la distalisation du fémur qui va jouer sur la hauteur de la rotule, et donc c'est également un paramètre important. Et puis, comme on en a parlé auparavant, il y a également le fémur dans le plan axial avec la rotation fémorale qui va avoir un impact important sur cette fémoro-patellaire. Et comme on l'a expliqué, l'anatomie antérieure, ce n'est pas équivalent à l'anatomie postérieure. On a une rotation externe constitutionnelle assez fréquente. Donc, on a des patients qui, heureusement, on va dire, ont un axe des condyles postérieurs qui va être symétrique à l'axe de la trochlée native, et donc on va dire qu'il va être symétrique également à une coupe patellaire si on n'a pas de problème de luxation ou d'instabilité fémoro-patellaire natif. Et puis on a des patients qui, au contraire, vont avoir une anatomie dissociée entre les condyles postérieurs et la trochlée native, avec une rotation externe de la trochlée comparée au condyle postérieur, comme on vous l'a expliqué auparavant. Et c'est ce qu'on vous a expliqué. Si on suit les condyles postérieurs, potentiellement, le risque, c'est de mettre de la rotation interne dans la trochlée et de ne plus avoir une bonne course rotulienne, avec un risque de se retrouver avec ce type de patient, c'est-à-dire que on leur a restauré un bon espace en flexion avec un bon équilibrage. En revanche, on n'a pas du tout restauré l'espace antérieur et on se retrouve avec des patients qui sont douloureux avec potentiellement une instabilité fémoro-patellaire. C'est ce qu'on vous a dit, c'est un petit peu la différence entre l'alignement cinématique et l'alignement fonctionnel. Et finalement, quand on tient compte de cette fémoro-patellaire, eh ben, on s'oriente un petit peu vers l'alignement fonctionnel. Alors, c'est bien de montrer des images, mais l'important, c'est aussi d'avoir des données. Et donc, je vais vous montrer quelques travaux qu'on a réalisés dans le service. Tout d'abord, on a évalué différents plannings basés sur les scanners qu'on avait réalisés pour la chirurgie robotique. Donc, on a évalué 122 patients avec un scanner préopératoire. Et sur ces scanners, on a réalisé une planification avec un alignement mécanique, une planification avec un alignement fonctionnel, donc c'est-à-dire un compromis entre l'axe du fémur, du tibia, la balance ligamentaire, alors théorique puisque c'était sur le scanner, et la trochlée, donc l'espace antérieur. Et puis on a réalisé un alignement cinématique pur, c'est-à-dire basé sur les résections osseuses au niveau du fémur distal, au niveau des condyles postérieurs et au niveau du tibia. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que, comme on vous l'a expliqué, l'alignement du fémur a un impact
sur le positionnement de la trochlée dans le plan frontal. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un alignement fonctionnel, on avait retrouvé très peu d'outliers sur le positionnement fémoral coronal, alors que quand on avait suivi un alignement cinématique pur, on avait 13% de patients qui avaient plus de 6 degrés de valgus fémoral. Et c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est que le valgus fémoral, alors forcément, ça agit sur l'axe de la jambe, ça agit sur la balance ligamentaire, mais ça va également agir sur votre axe trochléen, de votre bouclier trochléen. Et finalement, l'appareil extenseur, il n'est pas orienté pour avoir plus de 6 degrés de valgus fémoral, puisque votre appareil extenseur, il ne va pas suivre ce bouclier trochléen qui, en grande majorité, pour les prothèses un peu standards, est à 6 degrés de valgus également. Et donc le risque, c'est d'avoir une mauvaise course de la rotule si on met trop de valgus fémoral, avec un mauvais engagement de la rotule, si on suit parfaitement l'anatomie du patient avec un valgus natif important. Ensuite, on a évalué aussi le positionnement axial au niveau du fémur, et donc avec cet alignement fonctionnel, donc ce compromis entre l'anatomie du fémur en distal, en postérieur et la trochlée, on avait 3% de rotation interne supérieure à 3 degrés par rapport à la ligne transépicondylienne lorsqu'on faisait cet alignement fonctionnel. Et lorsqu'on faisait un alignement cinématique, donc c'est-à-dire qu'on réalisait des résections osseuses symétriques aux condyles fémoraux en distal et en postérieur, on avait 25% de rotation interne supérieure à 3 degrés par rapport à l'axe transépicondylien, et on avait quand même 5% de rotation qui était en dehors d'une safe zone, c'est-à-dire en dehors de 6 degrés de rotation interne par rapport à l'axe transépicondylien. Et la conséquence, eh bien, c'est ceci, c'est de ne pas reproduire la trochlée native et d'avoir un risque de conflit avec la rotule, d'avoir un risque de mauvaise course rotulienne et d'instabilité et de douleur pour le patient. Et donc la conséquence, c'est ce problème, c'est des rotules qui ne sont pas dans l'axe finalement du fémur. Alors la solution, comme on l'a dit, on peut avoir des implants individualisés qui vont finalement tenir compte et de l'espace de l'anatomie antérieure et des condyles postérieurs, et qui va être finalement dissocié entre les deux pour restaurer au mieux l'anatomie, ou alors on fait un compromis avec cet alignement fonctionnel. Après, on a également voulu évaluer la restauration du compartiment antérieur lors de ces prothèses totales de genoux, et d'évaluer aussi l'impact de cette restauration du compartiment antérieur sur les résultats fonctionnels des patients à 1 an. Donc, on a évalué 96 prothèses totales de genoux de première intention, réalisées avec un alignement donc fonctionnel, compromis entre l'anatomie du fémur, du tibia, la trochlée et la balance ligamentaire, et c'était réalisé avec une assistance robotique basée sur l'imagerie. Et on a évalué à 12 mois des scores qui essayaient d'évaluer un petit peu plus la rotule. Donc, il y avait le Forgotten John Score, et il y avait le score de Koujala qui est un peu plus orienté pour la fémoropatellaire. Et puis, on a également évalué les mobilités du genou ainsi que d'autres scores un peu plus standards. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était mesurer la trochlée. Donc, on a mesuré la trochlée, la différence entre la trochlée native et la trochlée de l'implant. Et donc, on a pris le point le plus haut du condyle médial natif comparé à celui prothétique. On a fait la même chose au milieu de la trochlée, donc dans fond de trochlée, et puis on a fait la même chose au niveau du condyle latéral avec le point le plus haut du condyle latéral entre le genou natif et l'implant prothétique. On a comparé également avec la résection osseuse qu'on a réalisée, donc on a mesuré avec un pied à coulisse pendant la chirurgie ces différents points pour être certain que la valeur était fiable. Et donc voici les résultats. En distal de la trochlée et en proximal de la trochlée, on avait une restauration qui était plutôt assez satisfaisante de l'encombrement de ce compartiment antérieur, de cette trochlée. En revanche, quand on regardait
la partie plus médiane, donc ce qui est considéré plutôt entre 30 et 70 degrés, eh bien, on avait un sous-dimensionnement, un understuffing, donc c'est un sous-encombrement plutôt de l'implant prothétique comparé à la trochlée. Donc cette tendance à réduire l'encombrement, elle était retrouvée à 30 degrés et à 70 degrés de flexion, et cette différence était significative pour ces deux zones, et donc ça correspond à cette partie dans le rectangle bleu où vous voyez qu'on a un sous-encombrement de l'implant prothétique par rapport à la trochlée native. Est-ce que maintenant ça a des conséquences pour nos patients sur leurs résultats fonctionnels? Eh bien, on s'est aperçu que le sous-encombrement n'avait pas de conséquences sur les résultats fonctionnels. En revanche, si on avait une augmentation de cet encombrement trochléen, on diminuait considérablement, significativement, la flexion et le score KSS du genou. Et c'était en particulier vrai à 70 et 90 degrés de flexion. Et la limite, c'était plus de 5 mm. Donc, si on avait un overstuffing de plus de 5 mm, on avait des résultats significativement moins bons pour nos patients. Il n'y avait pas de différence, en revanche, pour le Forgotten John Score et le score de Koujala. La dernière chose, c'est qu'on a essayé d'évaluer un petit peu la course rotulienne lors de ces prothèse totale de genou avec un alignement fonctionnel, et d'évaluer aussi sa répétabilité et sa reproductibilité. Donc, on a évalué sur 20 prothèses totales de genou de première attention avec un alignement fonctionnel basé sur une assistance robotique avec un scanner. On avait donc 2 observateurs pour que ce soit des mesures plus fiables. Et comme vous le voyez donc sur cette vidéo, l'objectif, c'est de mesurer, d'évaluer le tracking patellaire sur le genou natif, donc avant toutes les résections osseuses, donc au début de l'intervention. Donc on pointe la rotule et on va enregistrer le positionnement de la rotule sur toutes les mobilités. Et ensuite, l'objectif, c'est va être d'évaluer si avec l'implant fémoral, le tracking patellaire est modifié, et notamment si elle a été améliorée, notamment si on a un tracking patellaire un petit peu externe, une course rotulienne un peu externe, et on peut évaluer si on a augmenté l'encombrement antérieur, de l'espace antérieur, et on peut mesurer également si on a modifié la course rotulienne. Et puis on peut le faire également après avoir resurfacé la rotule pour voir si on a encore amélioré ce tracking patellaire et cet encombrement de l'espace antérieur. Donc en conclusion, le composant fémoral, lors de l'alignement fonctionnel, il permet de mieux restaurer la trochlée, comme on l'a vu. Il permet d'avoir un compromis entre un alignement satisfaisant du membre inférieur et des 2 composants, du fémur et du tibia, et également d'avoir une restauration satisfaisante de la trochlée, puisque comme on l'a vu, l'anatomie postérieure et l'anatomie antérieure sont différentes pour chaque patient, et donc si on a des implants un peu standards, on est obligé de faire un compromis entre cette anatomie postérieure et entre du coup l'équilibrage en flexion, et entre l'anatomie antérieure, c'est-à-dire avec la fémoropatellaire et la course rotulienne. Le positionnement fonctionnel, donc l'alignement fonctionnel, il permet de réduire l'encombrement de la trochlée, notamment à 30 et 70 degrés. Et si on augmente cet encombrement trochléen, eh bien, on a un risque d'avoir des résultats fonctionnels moins satisfaisants, et notamment de réduire la flexion et d'avoir un score KSS moins élevé. Donc c'est important d'évaluer également en péropératoire la course rotulienne, et on peut le réaliser avec un système robotique basé sur de l'imagerie ou sur du bone morphing, et ça rentre dans la planification également de l'alignement fonctionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations concernant la fémoropatellaire. Et maintenant, je donne la parole à Sébastien Lusty qui va nous parler de l'alignement dynamique, une nouvelle perspective. Sébastien, c'est à toi. Merci David. Écoute, je vais
profiter de ce webinaire pour aller un petit peu plus dans des choses un peu nouvelles, qui sont finalement le fait de considérer un aspect un peu plus dynamique, effectivement, et une suggestion de classification, on va dire, sur laquelle on a travaillé récemment. Elliot vous a parlé de la classification CIPAC, que je pense vous connaissez tous, et on a tous essayé de corréler nos résultats fonctionnels avec les différentes techniques pour essayer de restaurer ce phénotype de nos patients. Et malheureusement, on a tous échoué à montrer qu'il y avait un lien quelconque entre les résultats fonctionnels et le fait de rester dans cette catégorie CIPAC. Et la raison, c'est que raisonner en 2 dimensions, probablement aujourd'hui, c'est largement insuffisant, et en tout cas, ça permet pas de anticiper si les patients vont aller bien ou si ils vont aller finalement de façon un peu parfois décevante. Donc, on a regardé de façon un peu plus précise, et il y a notamment ce passe-pied du JBJS de l'année dernière avec notamment Antonia Chen. Vous avez toute une série de Corey Calendine qui est dedans aussi, toute une analyse 3D sur de l'imagerie et qui montre qu'en fait, il y a beaucoup plus de phénotypes, mais c'est encore une fois une analyse statique, et donc ça montre pas tout en termes d'alignement. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui est un papier de Pierre Randelli, qui est un chirurgien qui est à la fois à Stanford et en Italie, avec toute une équipe, Francesco Benazzo, Luca Andriolo avait travaillé dessus, Stefano Rossi, et ils ont montré qu'en fait cet alignement, si on regarde que en extension, ça c'est intéressant ici, et ben on voit que tout au long de la flexion, cet alignement il varie. Alors c'est les gens qui naviguent se sont déjà rendus compte de ça, mais ceux qui font de la technique conventionnelle, ils s'en rendent pas forcément compte. Et en fait, l'alignement, il est pas stable entre l'extension et la flexion, et vous pouvez être en varus en extension et passer en valgus en flexion, et vice versa. Donc ça, c'est pas du tout considéré dans la classification CIPAC. C'est pour ça qu'on dit que l'idée d'alignement dynamique, finalement, est intéressant, et cette étude dans le Journal of Experimental Orthopedics, elle est très intéressante sur ce point. Alors, on va me dire, oui, il y a la classification de Michael Hirschman, elle tient compte de ça. Alors, il se trouve que, effectivement, Elliot vous a montré, on a travaillé sur pas mal de choses, mais c'est très compliqué. Et on se retrouve avec 43 phénotypes, et c'est très intéressant en recherche, mais si on veut utiliser ça en pratique clinique, à mon avis, ça reste quand même très limité, et en tout cas, pas pour tout le monde. Peut-être pour certains qui sont très pointus, mais moi, je ne sais pas gérer 43 phénotypes dans ma pratique quotidienne. Donc, on a réfléchi à faire quelque chose de plus simple, mais qui va quand même tenir compte de cet aspect dynamique, et donc combiner l'alignement en flexion avec l'alignement en extension, pour essayer d'avoir quelque chose d'utilisable, mais également pas trop compliqué. Je vais vous montrer quelques exemples, et c'est assez facile. Comment on fait ça? Eh ben, on prend l'alignement en extension, ça tout le monde a l'habitude, et vous voyez, quand vous êtes en extension, s'il y a plus de 3 degrés de varus, ben vous êtes dans la catégorie varus. S'il y a entre 3 degrés de varus et de valgus, vous êtes dans la catégorie neutre. Et si vous avez plus de 3 degrés de valgus, vous êtes dans la catégorie valgus en extension. Alors, on a travaillé récemment avec Luca Andriolo, Cécile, toute l'équipe, et on a montré qu'en fait, il y avait une notion d'alignement à 90 degrés de flexion qui était intéressante, et on avait cette info dans à peu près tous les systèmes de navigation et de robotique. Et donc, on a cette information. Et donc, si on la regarde pour catégoriser nos patients, on peut faire pareil. On a les patients qui, en flexion, sont à plus de 3 degrés de varus, ceux qui, à 90 degrés de flexion, sont neutres, et puis ceux qui sont en valgus. Et donc, vous vous retrouvez avec une classification qui vient d'être acceptée dans le Journal of Arthroplasty, qui s'appelle la classification dynamique de l'alignement du genou, donc là, ce qu'on peut appeler DIAC, si on veut, où vous avez l'alignement en extension en haut et l'alignement en flexion sur le côté. Et ça vous crée donc 9 catégories en tenant compte de différents paramètres. Donc, on a regardé ça, on a pris 400 patients qu'on a opérés à la Croix-Rousse avec le système d'assistance robotique, et on a vu un petit peu comment nos patients se situaient si on tient compte de cette classification, et on voit que il y a différents phénotypes également, un peu comme sur les autres classifications dont on a parlé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas si simple de deviner, quand on regarde en extension, comment vont se positionner les patients en flexion. Vous voyez ici une patiente, elle est en varus en extension et aussi en flexion, donc elle est dans la catégorie 1. Ici, par contre, vous avez une patiente, elle est toute droite en extension,
Mais quand elle plie le genou, elle passe en valgus. Elle est dans la catégorie 8. Impossible à différencier les deux patientes, celle-là et la précédente, juste sur des radios en extension. Mais si on a une analyse dynamique, on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes patients. Probablement, il faut pas faire le même alignement, pas mettre la prothèse de la même façon. Et puis, encore un autre cas encore plus démonstratif ici, un valgus sévère en extension et un alignement complètement neutre en flexion, catégorie 6. À nouveau, si on laisse le patient en valgus, on peut pas savoir du tout ce qui va se passer en flexion. Et donc, encore une fois, il faut personnaliser ce qu'on va faire sur ces patients et pas seulement sur la classification CIPAC en extension. Donc, tout ça, c'est bien gentil, mais vous allez me dire, ça n'a peut-être pas de rapport avec les résultats fonctionnels. Donc, on a pris 350 patients qu'on a opérés et on avait toutes les infos sur les résultats à 2 ans et voir comment ces patients finalement allaient. On a pris donc 2 ans de recul minimum avec les radios, avec tous les scores fonctionnels. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans ces patients combien restaient dans la même catégorie et combien changeaient de catégorie, à la fois en extension et en flexion, et en utilisant les techniques d'alignement fonctionnel que vous a présenté Cécile. Dans 43% des cas, les patients restaient dans la même catégorie, à la fois en extension et en flexion. Donc près de la moitié, c'est pas si mal, vu qu'on n'avait pas de notion de tout ça et que c'était purement un constat. Mais dans 25% des cas, on changeait chez ces patients leur alignement à la fois en extension et en flexion. Et donc on changeait complètement leur phénotype. Donc on a voulu corréler finalement ces changements avec les résultats fonctionnels. Et de façon très intéressante, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que si on restait dans la même catégorie, dans les 2 situations, en extension et en flexion, les patients allaient beaucoup mieux que si on leur changeait de catégorie. Ça veut dire que cet alignement dynamique, finalement, si on le respecte, c'est corrélé avec les résultats fonctionnels. Et vous voyez, on était sur des différences de près de 10 points. Donc, il y avait un signal assez fort quand même pour montrer que cette analyse dynamique ou pseudo-dynamique, elle était pertinente et elle avait du sens pour essayer de deviner qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur résultat en fonction de ce phénotype dynamique. Et puis, c'est assez simple. Vous avez vu, la classification, elle est facile. Elle s'intègre assez facilement dans une pratique clinique, mais ça souligne surtout l'intérêt de personnaliser la façon dont on met les prothèses et pas seulement sur une radio en 2 dimensions. Et donc, le message un petit peu de tout ça, pour clôturer cette heure qu'on vient de discuter sur l'alignement, c'est qu'il faut plus penser seulement en 2D, il faut penser en 3 dimensions. Cécile vous a parlé de la fémoro-patellaire. Moi, je viens de vous parler de l'alignement en flexion. On a parlé beaucoup de l'alignement en extension. Tout ça est important. Et on a tendance à dire maintenant qu'il faut dépasser l'alignement coronal. C'est quelque chose qui est vraiment du passé. Et il faut raisonner beaucoup plus sur les 3 plans. Et en plus, si on peut rajouter un peu de dynamique là-dedans, peut-être qu'on va finir par, on va dire, anticiper et faire ce qu'on appelle les smart planning pour essayer de deviner comment est-ce qu'il faut positionner les implants en 3D pour chaque patient. Et on en parlera beaucoup plus évidemment à Lyon lors du congrès en septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a quelques questions, pas encore beaucoup, mais on aimerait bien en avoir plus. Juste, tu vois, sur ta dernière présentation, Sébastien, quelle question, mais je me la suis posée aussi. La réflexion est en décharge et correspond au HK et la problématique faire une et thème qu'on... Alors je sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi, mais j'ai pas entendu. J'ai entendu un mot sur 2 à peu près. Donc je vais essayer de deviner. Donc j'ai compris le mot décharge. Donc j'imagine que tu parles de fait qu'on discute d'alignement en décharge et les patients sont pas en appui, ce qui est évidemment. Oui, il y a une question dans la discussion sur l'HK en flexion et en décharge correspondit la HK en flexion en charge. C'était aussi par Donc rapport à l'info qu'on a, c'est une projection. Donc quand l'info qu'on a sur tous les systèmes de navigation, c'est un très vieil algorithme qui a plus de 20 ans, qui date des débuts de navigation. Donc c'est une projection. Donc ça tient compte de la façon dont le fémur va se positionner par rapport au tibia. Et puis c'est une projection de tout ça qui crée cet angle. On a l'impression que c'est assez fiable de la façon dont on le mesure. Mais c'est sûr que ça tient compte du paramètre du patient. On n'appuie pas spécialement quand on le mesure.
Et c'est quelque chose qui peut-être serait différent, mais je vois pas trop comment on pourrait faire appuyer quelqu'un à 90 degrés, à moins de lui faire un squat. Et en statique, ça aurait pas trop de sens. On va le faire en dynamique, ça commence à devenir assez compliqué quand même. Encore une fois, on n'est pas c'est pas parfait tout ce qu'on discute là, parce que si on voulait faire des trucs parfaits, il faudrait tout faire en charge et avec les muscles. Mais ce que ça montre, c'est que si on regarde seulement une radio en extension, en tout cas, ça suffit pas. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que ces différentes techniques que vous avez présentées, Emmanuel, Cécile, Sébastien et Elliot, toi qui a une vision plus globale, sont réalisables si on n'a pas une assistance robotique ou si on n'a pas de navigation? C'est des questions qui ressortent dans le panel. Alors, je commence, puisque ça commence. Je pense que c'est difficile d'être précis avec une instrumentation conventionnelle et du coup il faut rester dans certaines limites. C'est-à-dire que il y a d'autres outils que la robotique. Il y a des accéléromètres, il y a la navigation, il y a d'autres outils qui peuvent donner plus de précision. Mais une instrumentation conventionnelle stricte, c'est assez difficile de savoir si on a mis 2, 4, 6 degrés de varus dans les coupes ou de valgus, et du coup on a un petit peu plus de mal à être précis. Donc on peut avoir, en tout cas il me semble, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le service, c'est qu'on a une tendance à s'orienter un peu vers une philosophie d'alignement fonctionnel lorsqu'on utilise une instrumentation conventionnelle, mais avec des limites qui sont beaucoup plus importantes pour éviter d'avoir trop d'outliers et de se retrouver avec des patients qui sont dans des extrêmes en termes de positionnement, de balance ligamentaire, etc. Emmanuel, toi qui a peut-être moins d'assistance robotique, qu'en penses-tu? Moi, j'ai pas du tout d'assistance robotique. En fait, pour l'alignement cinématique, il y a des techniques avec une instrumentation conventionnelle. La problématique qui se pose, c'est la planification de ce qu'on va faire. Et ça semble difficile de planifier exactement sans imagerie 3D préopératoire. Voilà, la robotique va aider sur de l'assistance à la précision, ça va permettre de mieux suivre le chemin, mais tout ça, que ça soit des guides de coupe sur mesure ou de la robotique avec imagerie, tout part de la planification, et les prothèses sur mesure, c'est également de la planification. Et en fait, ça me semble difficile d'essayer d'être à la fois bien sur l'articulation fémoro-tibiale et sur la patellofémorale sans imagerie préopératoire, sans planification 3D, quoi. Tu as levé la main. Oui, c'est sur la question de l'imagerie préopératoire. Là, je suis à la OS, et toutes les compagnies vont vers l'imagerie préop. Il n'y a pas une major, il n'y a pas quand tu en parles avec les industriels, soit ils l'ont, soit ils vont l'avoir. Et je pense que la question, c'est quelle imagerie maintenant. Mais le planning juste sur du bone morphing, pareil, à mon avis, assez rapidement va être assez dépassé, parce que les discussions qu'on a, effectivement, elles impliquent trop de paramètres qui sont pas assez précis, parce qu'on peut pas accéder à toutes les parties du genou en palpant, et il y a des parties qu'on peut pas voir, et il faut avoir cette imagerie pour pouvoir les appréhender. Et je pense que c'est important, quelle que soit la technologie, qu'elle soit robotique ou pas, d'avoir une notion de planification par imagerie. Il y a même des technologies maintenant avec des ultrasons qui permettent d'avoir aussi l'os et les ligaments. Enfin, l'imagerie, à mon avis, gardera une place importante dans le planning. Elliot, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, je voulais juste rajouter, je pense que avec une instrumentation conventionnelle, on peut, comme le disait Emmanuel Marchetti, on a des possibilités pour pouvoir faire un alignement cinématique sans restriction. Ça a été bien décrit.
Je pense que lorsqu'on va vouloir faire quelque chose avec restriction, là, en effet, ça devait devenir un petit peu plus technique si on doit faire et un peu plus difficile de vouloir faire quelque chose de précis si on veut mettre juste 2-3 degrés. Si on veut faire sans restriction, ça a été bien décrit par Stephen Howell et ça, c'est possible de le faire. Mais après, dès qu'on va vouloir faire quelque chose de un peu plus restreint, ça devient plus challenging de faire ça, je dirais. Et c'est là où les outils robotiques ou PSI peuvent avoir un intérêt, ou navigation ont un intérêt. Alors, on a des questions sur la fémoropatellaire, mais on va y venir un tout petit peu après. On a beaucoup parlé de classification et moi, j'adore les classifications parce que je pense qu'une classification, c'est important pour cadrer, mettre les gens dans des catégories et de pouvoir leur adresser un traitement comme on fait le menu à la carte qu'on aime bien à Lyon. Mais une classification, quand elle devient trop compliquée, trop complexe, ou quand il y a moult classifications, elle perd sa valeur, à mon avis. Et moi, je suis un petit peu critique sur l'ensemble de ces classifications. Elliot, t'as fait un très bon topo qui retrace un petit peu tout ça. Sébastien ajoute une nouvelle classification. Comment pensez-vous qu'on va arriver à un espèce de consensus, parce que chacun publie sa vision, ce qui est intéressant, mais est-ce que on sent un consensus vers quelque chose d'assez simple pour le commun des chirurgiens orthopédistes que nous sommes et que je suis également? Elliot, c'est toi qui dois répondre en premier. Merci pour cette question facile à répondre. Bien sûr. Je pense que aujourd'hui, comme vous dites, on a plein de classifications. Tout le monde publie sa classification pour essayer de mieux comprendre l'anatomie du patient. Le défi auquel on fait face, c'est qu'on a toujours des implants standards et avec les contraintes qu'ils ont, c'est-à-dire que on a des condyles postérieurs qui sont parallèles aux condyles la partie antérieure, etc. Tout est une seule pièce et il n'y a pas de découplage. Et donc, dès qu'on va essayer de reproduire un peu l'anatomie, on a des compromis à faire. Et avec toutes ces classifications, on se rend compte de tous les compromis qu'on peut avoir à faire et on essaye de les adresser au mieux qu'on peut. Je pense que un jour, on arrivera éventuellement avec l'intelligence artificielle, une fois qu'on aura suffisamment de data implémentée dans toutes les chirurgies robotisées, pour avoir des algorithmes qui nous permettront de mieux adapter nos prothèses à l'anatomie du patient, si on a toujours des prothèses, on va dire standards, qui nous imposent de jouer un petit peu dans l'enveloppe ligamentaire, dans l'enveloppe anatomique du patient, pour essayer de le mettre au mieux. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour moi. C'est le fait de devoir mettre une prothèse, on va dire, plutôt standard dans une anatomie variable, et du coup, on a beaucoup de compromis à faire. Et c'est ce que montrent un peu toutes ces classifications, c'est que on a tellement de variabilité. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir un consensus pour une classification simple qui intègre beaucoup de paramètres? La réponse est déjà dans la question, c'est qu'on peut pas avoir quelque chose de simple qui intègre tous les paramètres. Donc, ça va être, à mon avis, je suis pas sûr qu'on aura un consensus sur une classification qui permettra de tout gérer d'un coup. Pas aujourd'hui. Je pense qu'après, ça va être plus l'intelligence artificielle qui va, avec toutes les données, va nous permettre d'avoir des algorithmes un peu plus précis. Emmanuel, tes patients, tu les fais rentrer dans des catégories, tu calcules ces catégories, tu les codifies? Non. Alors le but de la pratique du scanner préopératoire, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'anatomie initiale du patient et donc de le remettre dans sa case de catégorie. J'avais regardé pendant un moment s'il y avait un intérêt avec la catégorie CIPAC, mais la réalité, c'est que quand on essaye de reproduire
l'anatomie initiale, si on la considère non pathologique, à ce moment-là, on va recréer, on va remettre le patient dans la catégorie de phénotype dans laquelle il était. Et donc, j'ai plutôt, je pense qu'il y a plutôt une approche où on standardise les choses et donc on essaye de remettre les gens dans une catégorie fixe, voilà. Et puis une vision où on va essayer de personnaliser la chirurgie avec les compromis dont a parlé Elliot, de personnaliser une chirurgie avec un implant qui n'est pas personnalisé. Mais voilà, moi je serais plutôt à personnaliser l'implantation de la prothèse plutôt que de remettre tous les patients dans une catégorie de phénotype qu'on a souhaité, quoi. Cécile, toi qui es un centre universitaire avec beaucoup de jeunes chirurgiens internes, donc qui présentent les patients au staff, vous mettez chaque patient dans une catégorie. Est-ce que vous avez un espèce de menu à la carte avant la chirurgie, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se définir progressivement avec le moment péropératoire? C'est vrai que nous, les classifications, on les utilise plus pour évaluer les patients et les résultats, pour essayer de pouvoir comparer des groupes. Mais c'est vrai que pour la planification, on utilise plus des mesures, des angles, sans forcément que ça rentre dans des catégories. Donc on se sert plus des axes mécaniques du fémur, du tibia, alors soit sur des pangonaux quand c'est des patients qui sont en instrumentation conventionnelle, soit avec les valeurs en 3D lorsqu'on a le scanner préopératoire. Mais les classifications, on s'en sert beaucoup moins en préopératoire qu'en post-opératoire. Et moi, je suis toujours un petit peu embêtée de classer des patients dans une classification préopératoire avec des genoux arthrosiques qui sont pas forcément leur classification initiale, lorsqu'on a des grosses des arthroses sévères avec des déformations osseuses qui commencent petit à petit à s'installer. Alors c'est pas tous les patients, on est d'accord, mais on a quand même des patients qui ont des cupules osseuses et pas seulement de l'usure du cartilage. Et ça m'embête un peu de classer ces patients alors que finalement c'est peut-être pas la classification qu'ils auraient eu en stade préarthrosique. Et ça, c'est un peu difficile, à mon sens, de l'évaluer pour l'instant. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Pour l'instant, je pense que les différentes techniques d'alignement qu'on a, elles partent de l'anatomie de départ, et après on fait des ajustements. Alors soit, comme l'a dit Manu, il va regarder la trochlée et essayer d'ajuster quand il faut, identifier des outliers avant, donc il va l'anticiper là-dessus. Soit nous, on va faire du fonctionnel, donc on va tenir compte des ligaments pour essayer d'obtenir un genou qui est équilibré comme on le souhaite. Mais on part quand même de l'anatomie initiale. Après, on fait des ajustements. Et on a essayé de montrer si ces alignements étaient pertinents, parce qu'on a fait des études là-dessus. Et pour l'instant, les résultats fonctionnels sont pas directement corrélés. Donc, c'est pas comme sur la rotule où effectivement ta classification, elle permet de dicter la prise en charge. Pour l'instant, les seules choses qu'on a par contre, c'est on sait que dans le CIPAC 1, donc ceux qui ont un gros varus constitutionnel, il faut pas faire d'alignement mécanique, parce que là, il y a des études de niveau 1 qui montrent qu'ils vont moins bien que si tu fais un alignement personnalisé. Donc ça peut peut-être servir à ça. Ça peut être un des trucs qui peut être utile. Et effectivement, la déformation initiale qu'on veut plus préarthrosique, qu'on veut plus ou moins garder, comme le disait Emmanuel, parfois est-ce qu'elle peut être dangereuse de reproduire ce qui a créé l'arthrose finalement? Je sais pas si c'est dangereux de le reproduire ou si c'est de mal le reproduire qui est dangereux. Et je sais pas si je pense que ce qui est très dangereux, c'est de surévaluer par exemple un varus tibial et de laisser trop de varus. Voilà. Mais
C'est sûr qu'il y a des anatomies qui sont un petit peu aberrantes et je pense que c'est quand même plus sérieux de rester dans certaines limites. Voilà, sur des anatomies un peu extrêmes. Oui, c'est cette fameuse safe zone. La fémoropatellaire, puisqu'on a beaucoup parlé de la fémoropatellaire ce soir, ça c'était vraiment intéressant. Il y a une question qui est la voie d'abord. Vous modifiez votre voie d'abord en fonction de la fémoropatellaire. Alors, je suis dans la même équipe que Michel Bonin et Tariq là-dessus, c'est-à-dire que je faisais pour 1 degré de valgus une voie externe et maintenant je fais plus de voie externe excepté dans les déformations non réductibles que je veux ramener de façon axée et je le fais pas pour la fémoropatellaire, je le fais vraiment dans le ligament, voilà. Elliot? Non, alors moi j'adapte pas du tout. Je vais dire ça à Sébastien, mais j'ai été formé du coup à la Subvastus, mais je suis repassé à la Transquad et ça m'a pas posé de soucis sur la fémoropatellaire et je mets souvent peu de rotation fémorale et j'ai pas de soucis rotuliens. Donc non, j'adapte pas ma voie d'abord avec ma technique. Sébastien, toi qui défends le subvastus tout le temps ou pas tout le temps? On fait majoritairement du subvastus. On va faire du transquad si les rotules sont basses. On va faire des voies externes si on a une rotule qui est luxée ou subluxée ou si on a un valgus vraiment irréductible. On a vu que c'était possible de le combiner avec la robotique, donc ça on change pas la voie, on change pas ce qu'on ferait parce qu'on utilise une technologie particulière. Après le subvastus, je trouve ça intéressant de pouvoir faire une prothèse de joue sans couper l'apport extenseur. Ah, on a perdu Sébastien. Je pense effectivement, si je comprends bien, c'est que la voie d'abord, elle est plus dictée par le plan coronal que par la fémoropatellaire. Cécile. Oui, et ça n'a pas été démontré non plus dans la littérature que la voie d'abord influençait spécialement la fémoropatellaire. Et c'est vrai que nous, pour vous dire la vérité, c'est qu'on est passé au subvastus parce qu'on avait un implant qui avait pas une très bonne trochlée, un très bon design trochléen et qu'on a eu des soucis d'instabilité patellaire, mais finalement c'était plus à cause de l'implant et du fait que à ce moment-là on mettait pas de rotation fémorale parce qu'on n'avait pas cette philosophie. Et là, maintenant qu'on utilise la robotique, on met plus souvent, même en instrumentation conventionnelle, de la rotation fémorale externe. Et on garde le subvastus parce qu'on a pris l'habitude et que c'est vrai que c'est toujours agréable de ne pas couper le TQ. Mais c'est moins pour la course rotulienne que parce que on essaie de préserver un petit peu le muscle. Et je ne suis pas certaine que c'est une réelle influence et ça n'a pas été démontré significativement non plus dans la littérature. Alors tu parles de l'implant et effectivement l'implant, on en a entendu un peu parler dans les communications. Emmanuel en a parlé. Toi tu viens d'en parler aussi sur la fémoropatellaire, l'orientation de la trochlée, la forme de la trochlée, le dessin de la trochlée. Et le degré de congruence. Est-ce que vous pensez que il faut toujours utiliser le même type d'implant ou est-ce qu'il faut là aussi modifier le type d'implant qu'on utilise en fonction du patient qu'on va avoir? Moi, je suis d'avis qu'on ne peut pas utiliser le même implant chez tout le monde. Parce que à partir du moment où on personnalise, il y a des situations pour lesquelles on sera mieux avec un implant postéro-stabilisé, d'autres situations où on sera mieux avec un implant UC ou avec une contrainte encore plus augmentée. Moi qui fais de l'alignement cinématique, j'utilise beaucoup de stabilisation médiale. Voilà, je pense qu'on peut garder de la place pour adapter les implants en fonction de chaque personne.
Cécile? Si on parle juste, pardon, vas-y, Cécile. Vas-y, je t'en prie, je me parlerai après. Cécile d'abord, Elliot, tu laisses parler Cécile Désolé. d'abord, s'il te plaît, merci. Oui. Vas-y, Merci. Cécile. C'est vrai que nous, on ajuste un peu le type d'implant. En revanche, donc, on a plusieurs types de systèmes. On a une PS, une ultra congruente et une CS avec lequel on conserve le croisé postérieur. Et on ajuste un peu en fonction du patient qui est sur la table. Mais on essaye quand même de pas changer trop non plus parce que on fait bien ce qu'on fait souvent et on a quand même toujours des petites astuces avec les prothèses. Et c'est vrai que si on change tout le temps d'implant, ça reste un peu moins fiable, je pense, sur la technique de positionnement. Donc on a, on va dire, 3 prothèses qu'on utilise et qu'on connaît bien, et on alterne entre ces 3-là ou entre les designs des implants, des polyéthylènes, pardon. Et le degré de congruence, alors? Et le degré de congruence. Elliot? Pour compléter, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Cécile, c'est qu'on fait bien ce qu'on fait souvent, et donc c'est important de bien connaître l'implant qu'on va utiliser. On utilise maintenant de plus en plus des implants avec conservation du ligament croisé. On a aussi un implant stabilisé sur le compartiment interne. C'est la mode, et tous les fabricants proposent maintenant des implants médial pivot ou considérés comme tels. Et après, là, comme on parlait pas mal de la fémoro-patellaire, on utilise aussi un peu de prothèses individualisées, les prothèses sur mesure, qui ont l'intérêt d'avoir ce découplage et qui vont pouvoir restituer notre trochlée native. Donc c'est pour cette prothèse-là, c'est vrai qu'on n'a pas d'adaptation à anticiper ou à faire pendant la chirurgie. Et lorsqu'on va utiliser un implant standard, ça nous amène parfois à considérer un peu de rotation pour avoir un meilleur tracking rotulien. Donc on va avoir quelques adaptations, mais donc on va pas avoir d'autres prothèses forcément vraiment avec une adaptation au niveau de la trochlée, à part avec la prothèse individualisée. T'as bien vérifié qu'il n'y avait pas une dysplasie de la trochlée avant de faire fabriquer ta prothèse customisée, hein. C'est important, ça. Et oui. Mais dans ces cas-là, ils ne reproduisent pas la dysplasie de trochlée. Ah. Je m'en suis assuré. Donc c'est donc plus une prothèse customisée, à mon avis. La dysplasie de trochlée, heureusement d'ailleurs. Sur les différents types d'implants, il y a une tendance à dire, mais médial pivot, c'est un terme commercial, mais où on garde le croisé postérieur, on est de plus en plus anatomique. Vous regardez si votre croisé postérieur est pas le siège d'une dégénérescence mucoïde du ligament croisé postérieur, ou si vous avez pas des ligaments croisés peu fonctionnels. Et est-ce que vous modifiez ou adaptez la pente tibiale alors en fonction du degré de congruence ou du degré de conservation de vos ligaments croisés antérieurs? Alors moi je conservais tous les ligaments croisés pendant un moment, et on s'est aperçu quand on a revu les patients et qu'on les a comparés, en fait on s'était aperçu que les résultats à 1 an étaient légèrement en faveur d'une conservation du croisé, et là quand on a revu les gens à 5 ans, on s'est rendu compte qu'en fait les résultats ils étaient plutôt en faveur d'un sacrifice du croisé, donc les pentes s'étaient inversées, probablement parce que l'histoire naturelle du croisé postérieur va être de se dégrader dans le temps, et qu'en fait la vraie problématique c'est d'avoir un insert qui permette la conservation du croisé postérieur initialement, mais qui tolère que le croisé postérieur se dégrade dans le temps. Et donc moi je conserve tout le temps le croisé postérieur maintenant, mais parce que j'ai un insert qui tolère très bien que le croisé postérieur se dégrade dans le temps et qui a une très bonne congruence. Après, en ce qui concerne la pente tibiale, avec l'alignement cinématique, on essaye d'être le plus proche possible de la pente tibiale native, en restant encore dans certaines limites. Mais donc je change pas la pente en fonction du ligament croisé, quoi.
postérieur. Et si ton ligament croisé postérieur devient dégénératif, ce qui est quand même Le cas. une évolution naturelle des croisés, avec une dégénérescence mucoïde du ligament qui devient très gros, très épais, qui donne des douleurs en flexion, ça ne t'inquiète pas. Alors, si ça peut entraîner des soucis si la prothèse n'est pas adaptée à ce cas de figure de dégénérescence du croisé et de dégradation de l'efficacité du croisé postérieur. Et c'est ce que j'avais constaté au départ avec des prothèses qui n'étaient pas adaptées, enfin avec un polyéthylène qui n'était pas adapté. Et donc j'avais eu quelques patients que j'avais dû reprendre pour réséquer le croisé. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, quand on a la chance de pouvoir avoir une prothèse qui tolère de garder le croisé, mais qui vit très bien sans le croisé, c'est une bonne chose de garder le croisé. Si on a une prothèse qui ne tolère pas que le croisé se dégrade, à ce moment-là, il vaut mieux pas garder le croisé et utiliser un autre type de stabilisation. Je pense. D'accord. Cécile, avec votre alignement dynamique et les travaux que vous faites sur la fémoro-patellaire, est-ce que vous faites plus ou moins de resurfaçage de la patella? Est-ce que ça change vos indications? Non. Alors on a un peu tout testé. On avait resurfacé tout le temps, puis on n'a plus resurfacé quasiment. Et là maintenant, c'est à la carte, comme l'école lyonnaise. C'est en gros si le patient a des symptômes cliniques de douleur patellaire en préopératoire, on la resurface. Et si on a des lésions chondrales, alors significatives, en péropératoire, on la resurface. C'est quand même très rare qu'on le fasse pour un problème de stabilité. On compte pas vraiment sur le resurfaçage pour avoir un bon tracking patellaire. C'est vraiment plus sur l'usure et les symptômes cliniques. Et c'est vraiment à la carte, je pense qu'on est 50-50. Donc si la prothèse, si le cartilage est joli, vous gardez la rotule native. S'il est usé, vous mettez un bouton patellaire. Bouton. Hein? Oui. C'est ça. Très bien. Et si le patient est douloureux, on essaye de tous les tester en préopératoire. Alors c'est pas toujours fiable, on est d'accord. C'est difficile de savoir si c'est vraiment la fémoro-patellaire qui est douloureuse. Parce que ouais, mais si on a un doute, on se pose pas trop de questions, on le fait comme ça, il n'y a pas de regret. D'accord. Et, cliniquement, les patients, les symptômes, on le fait. J'ai pas mal évolué par rapport à ça en utilisant moins d'implants PS. Depuis que j'utilise plus des fémurs CR, je resurface moins la rotule. Et je vais la resurfacer vraiment quand elle va être usée. J'ai eu la chance de pouvoir faire un tour d'Europe et c'est vrai que la plupart des chirurgiens qui utilisaient, ils utilisaient tous des implants CR. Donc ils n'avaient pas de cage, donc moins potentiellement de Klunk syndrome et du coup ils resurfaçaient aussi très très peu les rotules. Et donc j'ai un peu adapté par rapport à ça. Moi, j'ai un peu l'attitude de Cécile, c'est-à-dire que je vais décider surtout en préopératoire et globalement, je resurface assez peu les rotules, mais je porte toujours une attention assez particulière à la fémoro-patellaire sur le planning, quoi. D'accord. Eh bien, c'est 20h30 et ce magnifique webinaire prend fin. Merci beaucoup de vos interventions. C'était vraiment très instructif. Je pense qu'il faut prendre des notes. Vous aurez le replay de ce webinaire assez rapidement, que vous pourrez le re-regarder. Et puis surtout, vous allez tous venir au mois de septembre pour le 24 et le 26 septembre à Lyon pour écouter en direct live tous ces magnifiques intervenants. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et qui ont été présents ce soir. Vous étiez vraiment très nombreux et on était content de vous avoir. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde.